Je m'appelle Erika, et j'avais 6 ans lorsque ma petite sœur, Sydney, est née. Je me souviens du jour où mes parents l'ont ramenée de l'hôpital, elle était si petite, enveloppée dans une couverture rose. Erika, m'a dit ma mère, tu es une grande sœur maintenant. Tu dois nous aider à prendre soin de Sydney. Ces mots sont restés gravés en moi tout au long de mon enfance. Notre maison était simple mais chaleureuse, dans un quartier calme où tout le monde se connaissait. Mes parents avaient des emplois ordinaires, papa était comptable et maman travaillait comme secrétaire. Nous n'étions pas riches, mais j'ai toujours pensé que nous avions ce qu'il fallait. Du moins, jusqu'à ce que je remarque que les choses étaient différentes entre Sydney et moi. En grandissant, il est devenu évident que mes parents ne nous traitaient pas de la même manière. Quand j'avais 11 ans et Sydney 5, j'ai accidentellement cassé une assiette en faisant la vaisselle. Ma punition ? Plus de télévision pendant une semaine et des corvées supplémentaires. Le lendemain, Sydney a fait tomber le vase préféré de maman en courant dans la maison. Ce n'est qu'une petite fille, a dit maman en ramassant les morceaux cassés. Elle ne sait pas encore bien faire attention. Ce genre de choses arrivait tout le temps. Je devais faire des corvées pour mériter mon argent de poche, alors que Sydney recevait de l'argent sans rien faire. Si je voulais de nouveaux vêtements, je devais attendre une occasion spéciale, mais si Sydney pointait du doigt une robe dans un magasin, elle l'obtenait immédiatement. Chaque jour ressemblait à une liste interminable de responsabilités. Je me levais tôt pour aider Sydney à se préparer pour l'école, je l'accompagnais à son école primaire avant d'aller à la mienne, puis je courais la chercher après mes cours. Je l'aidais à faire ses devoirs, je m'assurais qu'elle avait un goûter et je trouvais toujours des moyens de l'occuper. Puis, un vendredi d'octobre, tout a changé. Ce matin-là a commencé comme tous les autres. Je me suis levée tôt, j'ai préparé le déjeuner de Sydney et je suis partie à l'école. J'avais un test de mathématiques ce jour-là, mais mon esprit était ailleurs. Dans mon sac à dos, il y avait une brochure pour un camp d'été, quelque chose dont je rêvais depuis longtemps. J'avais économisé mon argent de poche et fait des corvées supplémentaires toute l'année pour pouvoir aller à un camp artistique spécial. Mes peintures m'avaient même permis d'obtenir une petite bourse. Encore cette semaine, et j'y serais enfin. Pendant le déjeuner, maman m'a envoyé un message. Ne oublie pas d'aller chercher ta sœur à 14h30. Comme si je pouvais oublier, je la récupérais tous les jours depuis des années. Mon test de maths s'est terminé plus tard que prévu, mais j'ai couru aussi vite que possible jusqu'à l'école de Sydney. J'y suis arrivée à 14h45. La cour de récréation était vide. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai cherché dans toutes les salles de classe, la cour de jeu, même les toilettes, aucune trace d'elle. Et Sydney ? J'ai demandé au concierge, qui nettoyait le couloir, « Vous avez vu ma sœur ? Celle avec le sac à dos bleu ? » Elle est partie avec des amis juste après la sonnerie. Mes mains tremblaient en composant son numéro. Messagerie directe. J'ai rappelé encore et encore. Rien. Peut-être qu'elle est allée chez Jenna, ai-je pensé, en me rappelant sa meilleure amie. J'ai couru cette pâtée de maison, mon sac rebondissant sur mon dos. La maman de Jenna a ouvert la porte. Désolée, ma chérie, je ne l'ai pas vue aujourd'hui. Pendant les 7 heures suivantes, j'ai cherché partout, au centre commercial où elle aimait flâner, au glacier où elle me suppliait toujours de l'emmener, au parc où elle traînait avec ses amis. Ma batterie de téléphone était presque vide. Mes pieds étaient couverts d'ampoules. Mais je ne pouvais pas abandonner. Et si quelque chose de grave lui était arrivé ? À 21h10, je suis rentrée chez moi, prête à affronter l'inquiétude et la colère de mes parents. Mais en entrant, elle était là assise à la table de la cuisine, en train de manger calmement une pizza avec maman et papa. « Où étais-tu ? » Maman a crié. Son visage était rouge de colère. On était mort d'inquiétude. Je suis restée là, trop choquée pour parler. J'ai cherché partout. Elle n'était pas à l'école, et son téléphone était éteint. Avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre, Sydney a parlé en premier, les yeux remplis de larmes. « Ce n'est pas vrai. J'ai attendu des heures après l'école, mais Erika n'est jamais venue. Mon téléphone est tombé en panne, et je ne savais pas quoi faire. Je suis allée chez une amie pour essayer d'appeler, mais personne n'a répondu. Ensuite, je me suis perdue en essayant de rentrer à la maison. Je n'en croyais pas mes oreilles. Elle mentait. J'ai ouvert la bouche pour parler, mais papa m'a coupée. On ne veut pas entendre tes excuses, Erika. Ta sœur aurait pu être blessée. Elle s'est retrouvée à l'autre bout de la ville à cause de ton irresponsabilité. Mais j'étais là. Le concierge l'a vue partir avec une amie juste après la classe. Ça suffit. Maman a frappé la table de la main.
Va dans ta chambre, donne-moi ton téléphone et oublie le camp d'été. Quoi? Non. J'ai économisé toute l'année. J'ai même eu une bourse. Et tu aurais dû y penser avant d'abandonner ta sœur. Peut-être que ça t'apprendra la responsabilité. J'ai regardé Sydney. Elle cachait un sourire derrière une part de pizza. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé. Toutes ces années à lui lire des histoires avant de dormir, à acheter des bonbons avec mon argent de poche, à l'aider avec ses devoirs. Rien de tout cela ne comptait. Elle n'était pas ma sœur. Elle était juste quelqu'un qui vivait sous le même toit que moi. Ce soir-là, j'ai rangé tous les jeux de société que nous avions l'habitude de jouer ensemble. J'ai décroché du mur les dessins qu'elle avait faits pour moi. J'ai jeté le sachet de bonbons à moitié plein que je gardais dans mon tiroir parce que c'était son préféré. À partir de maintenant, Sydney n'était plus qu'une personne qui partageait la maison avec moi. Rien de plus. Pendant le lycée, je me suis concentrée uniquement sur mes études. Mes parents parlaient toujours d'un fonds universitaire. À chaque réunion de famille, ils racontaient fièrement à nos proches comment ils avaient économisé depuis notre naissance pour que nous puissions toutes les deux recevoir une bonne éducation. Un jour, j'ai entendu ma mère mentionner le montant au téléphone. C'était suffisant pour couvrir 4 années dans une université publique pour chacune de nous. Durant mon avant-dernière année, j'ai passé d'innombrables nuits à remplir des demandes de bourse. Mes notes étaient impeccables, mon score au SAT presque parfait, et mes professeurs avaient écrit des lettres de recommandation brillantes. Lorsque les lettres d'acceptation sont arrivées, j'avais du mal à y croire, j'avais obtenu une bourse complète pour l'université de mes rêves. Un soir, j'ai décidé d'annoncer la nouvelle à mes parents. Maman, papa, j'ai une bonne nouvelle. J'ai serré la lettre de bourse dans mes mains tremblantes d'émotion. J'ai obtenu une bourse complète pour l'université. Les frais de scolarité, le logement et la nourriture, tout est pris en charge. Ma mère a levé les yeux de son téléphone. C'est génial, ma chérie. Mon cœur s'est empli d'espoir. Puisque vous n'aurez pas besoin d'utiliser l'argent de mes études, peut-être que je pourrais l'employer pour autre chose. J'ai fait des recherches, et j'ai vu que cela suffirait pour verser un acompte sur un petit appartement ou même lancer une entreprise après mon diplôme. Un silence pesant s'est installé. Mon père a baissé le volume de la télévision. La voix de ma mère s'est faite plus tranchante. Quel argent pour l'université? J'ai froncé les sourcils. L'argent que vous avez économisé pour notre éducation. Mon père s'est raclé la gorge. Erika, cet argent nous appartient. C'est nous qui avons économisé. C'est à nous de décider comment l'utiliser. Mon estomac s'est noué. Mais vous avez toujours dit que c'était pour notre éducation, ai-je protesté. Puisque j'ai obtenu une bourse, nous pourrions utiliser cet argent pour autre chose. Ma mère m'a coupé, l'université devient de plus en plus chère chaque année. Ta sœur pourrait avoir besoin d'un coup de pouce supplémentaire. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Donc, parce que j'ai travaillé dur et obtenu une bourse, je n'ai droit à rien? Où est la justice là-dedans? La vie n'est pas juste, a répliqué mon père. Et cet argent ne t'appartient pas. Fin de la discussion. Je suis montée dans ma chambre, les larmes de colère me brûlant les yeux. Les semaines suivantes ont été insupportables. Mes parents agissaient comme si rien ne s'était passé. Ils parlaient de la remise des diplômes et des achats pour la résidence universitaire, comme s'ils n'avaient pas réduit mes projets à néant. À chaque fois que j'essayais d'aborder le sujet, ils changeaient de conversation ou quittaient la pièce. En faisant mes valises pour l'université cet été-là, j'ai compris une chose, en réalité, j'avais de la chance. De la chance d'avoir travaillé si dur pour obtenir cette bourse. De la chance de ne jamais avoir compté sur eux pour mon éducation. Parce que maintenant, je connaissais la vérité. Dans cette famille, je ne pouvais compter que sur moi-même. Le jour de mon départ pour l'université, j'ai discrètement chargé mes 2 valises dans un Uber pendant que ma famille dormait à l'étage. Pas d'adieu en larmes, pas de photos de famille sur le perron, pas de boîte de biscuits fait maison, juste le bruit discret de la porte d'entrée se refermant derrière moi. Ma première semaine sur le campus, j'ai trouvé un job dans le café universitaire. Les horaires étaient épuisants, ouverture à 6 heures du matin avant les cours, service le week-end pendant que les autres étudiants faisaient la fête. Mais grâce à cela, je pouvais acheter mes propres manuels et ne jamais me soucier de manquer de dentifrice. Le seul contact que j'avais avec ma famille se résumait à de courts messages vocaux pour les anniversaires et les fêtes. Joyeux anniversaire, maman. Passe une belle journée. Joyeux Noël à tous. Restez bien au chaud. Ils répondaient rarement, et quand ils le faisaient, c'était tout aussi bref.
Merci, ma chérie. Prends soin de toi. Une nuit d'insomnie, je me suis retrouvée à faire défiler la page Facebook de ma mère. Et là, elles étaient des dizaines de photos de famille que je n'avais jamais vues. Sydney, maintenant âgée de 15 ans, sur scène à son récital de danse, habillée de costumes étincelants. Son anniversaire luxueux, avec DJ et décoration professionnelle. Des dîners en famille avec mes tantes, oncles et cousins, où elle était clairement le centre de l'attention. Des photos d'elle gagnant un concours de talent à l'école, traînant au centre commercial avec ses amis, souriant à la rentrée des classes. Mais moi, je n'existais pas. Aucune mention du fait que j'étais sur le point d'obtenir mon diplôme avec la mention astérisque summa cum laude astérisque dans une université prestigieuse. Aucune photo de ma chaise vide aux réunions de famille. C'était comme si j'avais été effacée. Après l'université, mon amie Andrea a eu une idée. Louons un appartement ensemble à Fresno. Le secteur technologique explose là-bas. On pourrait toutes les deux trouver un bon job. Retourner dans le Dakota du Sud ne m'avait même pas traversé l'esprit. J'ai décroché un poste dans une entreprise de marketing de taille moyenne, en commençant tout en bas de l'échelle. Le salaire n'était pas exceptionnel, mais suffisant pour payer ma moitié du loyer de notre petit 3 pièces. J'ai travaillé dur, restant tard, apprenant de nouvelles compétences, me portant volontaire pour des projets difficiles. Rapidement, j'ai gagné assez pour avoir mon propre logement, un minuscule studio, mais il était à moi. Chaque centimètre payé par mon propre travail. Après 4 ans, j'ai compris que j'avais atteint un plafond. Peu importe mes efforts, la structure de l'entreprise m'obligeait à attendre des années avant d'espérer une vraie promotion. Un soir, alors que je mettais à jour mon profil LinkedIn, un recruteur de Tech Dynamics, l'une des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide de Fresno, m'a contacté. « Votre profil a attiré mon attention », a-t-elle écrit. « Seriez-vous intéressé par une opportunité chez nous ?» Le processus d'entretien a été exigeant, 5 rounds de discussion, une présentation et une proposition stratégique. Mais à 28 ans, j'étais prête à relever le défi. Quand l'offre est arrivée, j'avais du mal à y croire. Mon nouveau salaire était presque le double de mon précédent, avec des stock options et des primes qui me donnaient le vertige. Ma carrière a décollé. 3 ans plus tard, je dirigeais ma propre équipe. Mes investissements intelligents ont porté leurs fruits, et bientôt, je suis entrée dans une concession Mercedes pour signer les papiers d'une voiture dont je rêvais à l'université. Quelques mois plus tard, ma demande de prêt a été approuvée pour un superbe appartement de 3 chambres dans l'un des meilleurs quartiers de Fresno. La vie était belle. Paisible. Jusqu'à ce que mon téléphone sonne un soir de novembre. Erika. La voix de ma mère sonnait différemment, presque hésitante. « Comment vas-tu » Je faillis lâcher mon verre de vin. Nous ne nous étions pas parlé autrement que par de brefs messages de vœux depuis des années. « Je vais bien », répondis-je en gardant un ton calme. « Tout va bien ?»« Oui, oui. C'est juste que, cela fait si longtemps que nous ne t'avons pas vu. Est-ce que tu viendrais à la maison pour Noël cette année ?» 4 semaines plus tard, je garai ma nouvelle Mercedes devant la maison de mes parents. À l'intérieur, certaines choses n'avaient pas changé. Sydney, maintenant âgée de 25 ans et fraîchement diplômée, vivait toujours à la maison. Elle était assise sur le canapé, défilant sur son téléphone pendant que maman s'affairait autour de la table du dîner et que papa faisait semblant d'être absorbé par son journal. Erika. Maman me prit maladroitement dans ses bras. Tu nous as tellement manqué. Papa hocha la tête derrière son journal. Tu as l'air en forme. Le dîner fut gênant, politesse forcée, banalité et long silence. Sydney parlait à peine, mais je remarquai qu'elle m'observait tout au long du repas. Finalement, elle brisa le silence. « Tu as pris du poids », dit-elle avec ce même petit sourire en coin. « J'imagine que gagner autant d'argent te permet de manger tout ce que tu veux maintenant. » Je la regardai, puis mon assiette contenant le rôti de Noël de maman, et je souris. En fait, j'ai simplement une vie paisible maintenant. C'est incroyable à quel point la vie est belle quand personne n'est là pour t'embêter. Le silence qui suivit fut plus doux que n'importe quel dessert de Noël. Après le dîner, maman me demanda de rester pendant que papa et Sydney débarrassaient la table. Elle m'entraîna jusqu'au vieux canapé du salon, le même sur lequel il m'avait annoncé un jour que mon fonds universitaire ne m'appartenait pas vraiment. « Erika, ma chérie », commença-t-elle d'une voix douce, comme lorsqu'elle voulait quelque chose quand j'étais enfant. « Je dois te parler de quelque chose d'important. » Elle semblait plus âgée que dans mes souvenirs, fatiguée. Ses mains jouaient nerveusement avec le bord de son pull. « Ton père a pris sa retraite au printemps dernier, dit-elle. Sa santé n'est plus très bonne,
et le coût de ces médicaments est bien plus élevé que ce que nous avions prévu. J'ai dû réduire mes heures de travail pour m'occuper de lui. Je restais silencieuse, attendant qu'elle continue. La maison a aussi besoin de réparation, ajouta-t-elle en désignant les taches d'eau au plafond. Le toit fuit, la chaudière est vieille, et nous avons à peine de quoi couvrir les réparations essentielles. Nous avons du mal, Erika. Puis vinrent les mots que je savais inévitables. Nous avons vu à quel point tu réussis cette magnifique voiture devant, ton succès. Nous sommes si fiers de toi. On se demandait si, peut-être, tu pourrais nous aider un peu. Je regardais autour de moi la maison où j'avais grandi, le papier peint défraîchi, la moquette usée. Malgré tout, je ne supportais pas l'idée que mes parents soient en difficulté. Je vous enverrai $2000 par mois, m'entendis-je dire. Les yeux de maman s'illuminèrent. Elle me serra dans ses bras pour la deuxième fois de la soirée. Oh, Erika, merci, ma chérie. Cela signifie tellement pour nous. Fidèle à ma parole, j'organisais les virements mensuels dès mon retour à Fresno. Comme une horloge, $2000 arrivaient sur le compte de mes parents chaque mois. Je me disais que c'était pour les factures médicales de papa et les réparations de la maison. Je ne demandais ni reçu ni preuve, j'étais trop occupée par mon travail pour me soucier de la manière dont il dépensait l'argent. Mais de temps en temps, lors d'un rare moment libre, je regardais la page Facebook de Sydney. Elle s'affichait dans un nouveau restaurant fusion chic, postant des photos de plateaux de sushi hors de prix. Une autre publication montrait des sacs de boutique de luxe. Sur chaque photo, elle posait avec de nouvelles tenues, des vêtements coûteux, à en juger par les marques. Tout cela en vivant encore chez nos parents en difficulté. Peut-être avait-elle trouvé un travail, me demandais-je. Mais ces publications n'avaient pas de sens, déjeuner dans des cafés branchés le dimanche, virer shopping le samedi matin, journée spa le jeudi. Si elle travaillait, quand le faisait-elle? Mais j'étais trop occupée par ma propre vie pour y réfléchir davantage. Mon équipe grandissait, nous lancions de grands projets, et j'étais en lice pour une nouvelle promotion. Puis l'appel arriva, en plein milieu d'une réunion importante. Maman n'appelait jamais pendant mes heures de travail. Notre seul contact, depuis un an, se résumait aux notifications de virements bancaires mensuels. Je sortis de la salle de réunion. Erika, nous avons besoin de ton aide, dit immédiatement maman, sans préambule. Sa voix semblait urgente, plus grave que je ne l'avais entendue depuis mon enfance. Il nous faut $100 000. C'est une urgence. Maman, attends, mais elle avait déjà raccroché. Je fixai mon téléphone, confuse et inquiète. Ma première pensée fut pour papa. Sa santé s'était détériorée, c'était pour cela que j'envoyais de l'argent tous les mois. Était-il à l'hôpital? Avait-il besoin d'une opération en urgence? Je me rappelais combien il avait semblé affaibli à Noël. Le système de santé coûtait une fortune, une seule maladie grave pouvait ruiner une famille financièrement. Je retournai précipitamment dans la salle de réunion, attraper mes affaires. Je suis désolée, tout le monde. J'ai une urgence familiale. Je déléguai mes tâches à ma collègue Morgane, annulai toutes mes réunions de la semaine et réservai le premier vol pour le Dakota du Sud. Pendant tout le voyage, mon esprit s'emballa avec les pires scénarios, papa en soins intensifs, une opération vitale qu'il ne pouvait pas se permettre, des choix impossibles à faire. J'avais lu des articles sur ces familles ruinées par les frais médicaux. Était-ce en train d'arriver à la mienne? J'ai loué une voiture et suivi le GPS jusqu'à la maison de mes parents, à 30 minutes de là. Puis, j'ai remarqué quelque chose d'étrange, toutes les lumières de la maison étaient allumées. Je pouvais le voir depuis le bout de la rue. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais en cas d'urgence médicale. D'habitude, dans une crise, les gens oublient d'allumer les lumières. Je n'ai même pas eu le temps de frapper avant que maman n'ouvre la porte. Son visage s'est décomposé en me voyant, comme si j'étais une vendeuse à domicile, et non sa fille qui venait de traverser le pays pour une urgence. « Mais Erika, que fais-tu ici ?» Derrière elle, j'ai vu mon père assis dans son fauteuil, l'air parfaitement bien, en train de lire un magazine. Sydney était dans le salon, marchant de long en large, tapant furieusement sur son téléphone. « Tu n'avais pas besoin de venir, a dit ma mère, hésitant avant de me laisser entrer. On avait juste besoin que tu envoies l'argent. La maison sentait le café et les pâtisseries, rien qui ne suggérait une famille en crise. J'ai regardé autour de moi, confuse, jusqu'à ce que mes yeux se posent sur des magazines de mariage éparpillés sur la table basse. Que se passait-il vraiment? Au début, je n'ai pas compris. « Papa, tu vas bien ?» l'ai-je demandé. « Il va très bien » a répondu ma mère précipitamment, lançant un regard d'avertissement à Sydney. « Tout le monde va bien.
Tu n'avais vraiment pas besoin de venir jusqu'ici. C'est alors que Sydney s'est avancée, pratiquement bondissante d'excitation. Elle a tendu sa main gauche, et une énorme bague en diamant a brillé sous la lumière. Elle devait faire au moins 2 carats, bien plus que ce que son fiancé pouvait se permettre avec son salaire de débutant. « Je vais me marier !» a-t-elle crié. Et nous avons besoin d'argent pour le mariage. 100 000 $ devraient suffire pour couvrir l'essentiel. J'étais complètement sous le choc, ma valise encore dans les mains. L'urgence qui m'avait fait annuler mon travail, réserver un vol de dernière minute et m'inquiéter jusqu'à en être malade était, un mariage ? Les biens, nous devons réserver la salle rapidement, va dit ma mère, comme si tout cela était parfaitement logique. Elle s'est assise sur le canapé, lissant sa jupe, comme si nous discutions simplement des plans du week-end. 100 000 $, ce n'est pas énorme pour un mariage de nos jours. En fait, c'est assez modeste quand on y pense. Sydney a hoché la tête, toujours en admiration devant sa bague. En réalité, je voulais un mariage à 200 000 $, a-t-elle dit, mais j'ai pensé à toi, sœurette. J'ai tout réduit de moitié pour te faciliter la tâche. Tu devrais me remercier, vraiment. Je veux dire, 100 000 $, ce n'est pas grand-chose pour toi maintenant. J'ai regardé le visage prétentieux de ma sœur, l'expression pleine d'attente de ma mère, et quelque chose en moi s'est enfin brisé. Non, ai-je dit, ma voix calme mais ferme. Je ne donnerai pas un centime pour ce mariage. Le silence a été assourdissant. Et quoi ? A murmuré Sydney, son visage passant de la stupéfaction à la colère. Tu m'as bien entendu. Je ne vais pas payer un mariage pour quelqu'un qui a rendu ma vie misérable depuis notre enfance. Quelqu'un qui a menti sur moi, volé mes affaires et m'a fait punir pour des choses que je n'avais pas faites. Quelqu'un dont les manigances m'ont coûté un camp d'été, mon téléphone et bien plus encore. Je me suis tournée vers mes parents. Et vous, vous avez toujours pris son parti. Vous avez toujours cru à ses mensonges plutôt qu'à ma vérité. Comment osez-vous ? Ma mère a bondi du canapé. Après tout ce qu'on a fait pour toi. L'a-t-elle crié. J'ai ri. Tout ce que vous avez fait pour moi ? Très bien, parlons-en. Montrez-moi les reçus. Quels reçus ? A enfin parlé mon père. Les factures médicales que j'ai payées. Les réparations de la maison dont vous aviez soi-disant besoin. Montrez-moi où sont passés les 320 000 $ que j'ai envoyés l'année dernière. Le silence a envahi la pièce. Ma mère et mon père ont échangé un regard nerveux. Nous les avons utilisés pour des choses nécessaires, a murmuré ma mère. Des choses nécessaires ? L'ai-je répété. Comme les achats de Sydney, vos dîners luxueux, vos vêtements de marque ? J'ai pris mon téléphone et ouvert la page Facebook de Sydney. C'est drôle comme quelqu'un qui vit chez ses parents soi-disant en difficulté peut s'offrir des sacs Gucci et des visites hebdomadaires au spa. Le visage de Sydney est devenu écarlate. Tu m'espionnes ? Non, ai-je répondu calmement. Je me contente de voir comment tu exhibes mon argent sur les réseaux sociaux. Espèce d'égoïste. A hurlé Sydney, des larmes coulant sur son visage. Tu as tout, un travail incroyable, une belle voiture, un superbe appartement. Pourquoi ne peux-tu pas partager ? Nous t'avons élevé mieux que ça. L'est intervenu mon père. Tu es devenu une personne avare et sans cœur. Je me suis senti calme. Plus calme que je ne l'avais jamais été. Sans cœur ? L'ai-je répété. Non. Ce qui est sans cœur, c'est de manipuler sa fille pour lui soutirer de l'argent. Ce qui est sans cœur, c'est de dépenser son fonds universitaire pour sa fille préférée. Ce qui est sans cœur, c'est de mentir sur des factures médicales pour financer les achats et les voyages de Sydney. J'ai attrapé mon sac. C'est terminé. Les paiements mensuels s'arrêtent aujourd'hui. Ne m'appelez plus. Ne m'envoyez plus de messages. Ne me demandez plus rien. Plus jamais. Tu ne peux pas nous faire ça. Sydney sanglotait, son maquillage coulant sur son visage. J'ai déjà tout raconté à tout le monde sur mon mariage de rêve. J'ai marché jusqu'à la porte et me suis retournée une dernière fois. Ce n'est pas mon problème. Les appels et les messages ont commencé avant même que j'atteigne ma voiture de location. Quand je suis arrivée à l'hôtel, mon téléphone était inondé. Des textos me traitant d'égoïste et d'ingrate. Des messages vocaux de ma mère pleurant sur les obligations familiales. Des menaces de Sydney disant qu'elle allait raconter à tout le monde que j'étais une personne horrible. Parfait. Que tout le monde le sache. Je me suis assise devant mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper une lettre ouverte sur l'argent et la vérité au sein de la famille.
J'ai tout expliqué, la manipulation durant mon enfance, le fonds universitaire volé, les récentes tromperies financières. J'ai joint des captures d'écran des achats de luxe de Sydney et de ses dîners extravagants, tout cela publié durant les mois où j'envoyais de l'argent pour de prétendues factures médicales. J'ai terminé la lettre en mentionnant leur demande de 100 000 $ pour le mariage. Le post s'est propagé comme une traînée de poudre dans notre famille. Tante Lorraine a qualifié cela de comportement honteux. Cousin Sam a dit qu'il n'avait jamais vu une manipulation pareille. Oncle Owen, toujours le médiateur de la famille, a annulé sa présence au mariage de Sydney. 4 mois plus tard, mon cousin John m'a donné des nouvelles. Le mariage de rêve de Sydney? Un simple dîner au Olive Garden avec la famille de son mari et nos parents. Pas de robe de créateur, pas de lieu luxueux, pas de décoration somptueuse. Juste du pain à l'ail et un menu limité. J'ai souri en entendant la nouvelle, mais je n'ai ressenti aucune satisfaction. J'étais occupée à vivre ma propre vie. Mon équipe au travail venait de mener à bien un grand projet. J'avais commencé à fréquenter Kevin, un ingénieur logiciel gentil qui respectait mes limites vis-à-vis de ma famille. Ma thérapeute disait que je faisais d'excellents progrès. Parfois, tard dans la nuit, je vois encore des demandes de messages de ma famille. Je les supprime sans les lire. La petite fille qui cherchait désespérément l'approbation de ses parents n'existe plus. À sa place se trouve une femme qui a enfin compris, la vraie famille, ce n'est pas une question de lien du sang. C'est une question de valeurs partagées.